Ok, bonsoir tout le monde. C'est l'émission de One Hour Supramental, donc du 12 octobre. Avec nous, Raed, Edine, Evelyne, Francis et moi. Et c'est Raed qui va présenter le sujet. Et d'abord, je, je lance mon petit générique. Bon, générique assez violent, je suis désolé, mais un traumatisme, c'est un traumatisme, hein. Donc, l'illustration d'un traumatisme, c'est, enfin, si on veut vraiment illustrer ça, ça ne doit pas être trop gentil, quoi. Mais bon, ok. Avant de donner la parole à Raed, je vais vous passer un petit extrait de film, un exemple de traumatisme. Un petit extrait de film très connu. Voilà. What is that, Private Pile? Sir, jelly donuts, sir! A jelly donut? Sir, yes, sir! How did it get here? Sir, I took it from the mess hall, sir! Is chow allowed in the barracks, Private Pile? Sir, no, sir! Are you allowed to eat jelly donuts, Private Pile? Sir, no, sir! And why not, Private Pile? Sir, because I'm too heavy, sir! Because you are a disgusting fat body, Private Pile! Sir, yes, sir! Bon, là aussi, c'est pas tendre. J'ai reconnu, bien sûr, Full Metal Jacket. Voilà, c'est un film sur le Vietnam. Là, c'était lors de l'entraînement des futurs Marines que le sergent maltraite ses futurs soldats. Enfin, voilà. Donc, je passe la parole à Raed. Est-ce que tu veux nous présenter un peu plus le sujet de ce soir, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le traumatisme? Le traumatisme, c'est un sujet assez important, en fait, hein, je pense. Le traumatisme, c'est un sujet important du moment que ça touche beaucoup de personnes, hein. Je pense que de nos jours, beaucoup de personnes ils sont à leur manière traumatisées d'une façon plus ou moins importante, hein. Bon, le traumatisme, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, parce que je pense que de tout temps, les personnes ils ont dû se confronter à des expériences difficiles, hein. Et quand on se confronte à des expériences difficiles, ben, parfois on vive la violence de ces événements, hein. Et la violence, elle fait qu'on s'imprègne de façon importante de certains événements. Euh, je pense que beaucoup de rituels et d'aspects un peu qui ont été intégrés dans la religion, ben, ils ont été inventés, entre guillemets, pour nous aider à dépasser des choses traumatiques, des événements traumatiques d'une certaine façon ou d'une autre, hein. Même si pas que, hein, parce que beaucoup de rituels ou d'aspects religieux, ben, ils étaient inventés ou intégrés dans notre quotidien, pas que pour affronter des traumatismes, hein, mais aussi pour nous aider à vivre et un peu affronter des ombres quoi, qui vivent dans nos âmes, hein. Quand je pense au traumatisme, je pense qu'il y a différentes formes de traumatisme, hein, mais il y a des traumatismes majeurs qui reviennent, hein. Je dirais qu'il y a des traumatismes collectifs et des traumatismes individuels, hein. Même si en soi, quand on vit un traumatisme, on les vit toujours de façon individuelle, hein, même si ça peut être un événement collectif, hein. Quand je pense au traumatisme collectif, ben, je peux faire l'exemple des attentats. Et du coup, ben, ils choquent des pays entiers, voire des continents, parce que ben, l'attentat, c'est quelque chose de majeur. Ou la guerre. La guerre, ben, même si on ne la vit pas, ça peut traumatiser des personnes, hein, parce que quelqu'un qui voit son frère ou son fils, son père partir à la guerre, d'une certaine façon, il s'affaiblit psychiquement. Et du coup, il peut être traumatisé. Des traumatismes individuels, il y en a plusieurs, hein. Je pense que les traumatismes majeurs, c'est des traumatismes liés à la sexualité. Beaucoup de personnes peuvent être traumatisées de façon sexuelle, hein, sans parler des viols, que du coup, les viols, c'est vraiment un aspect violent, hein, de la sexualité, c'est quelque chose de vraiment important, hein.
hein. Et même de façon plus subtile, on peut être amené à vivre des traumas par rapport à la sexualité, hein. Mm. Mm. Je pense que beaucoup de personnes, avant de vivre vraiment un trauma, ben, elles sont affaiblies dans leur psyché, du coup, par différentes façons, hein. Si on reste dans le domaine de la sexualité, je pense que déjà notre société ne nous aide pas avec plein de publicités ou plein des choses un peu subtiles, on va dire, choses qui jouent dans l'inconscient des personnes, hein. Je pense que beaucoup de publicités, ils ont peut-être un arrière-message un peu subtil, un peu sexuel, quoi. Mm. Sans se parler des films, sans se parler d'autres choses, quoi. Mm. Mm. Il y a des peuples ils ont bien intégré. Mm. J'allais dire qu'il y a des peuples qui ont vraiment trouvé des façons de dealer avec les traumas, hein. Mm. Mais avant de parler de ça, je voulais peut-être dire que, que parfois, ben, on peut évoluer aussi à travers les traumas, en fait. Et pas en subissant les traumas, mais plutôt en trouvant une façon de les déjouer et de les dépasser. Mm. Dans beaucoup de peuples, ben, il y a des rituels pour initier les hommes et les femmes, quoi, à la vie d'adulte, quoi, et à des aspects un peu sombres de l'âme humaine, quoi. Mm. Ok. Bon. Et ben, merci Red. Donc, enfin, on va aussi relier ça au supramental, hein, parce que on va pouvoir. Enfin, j'imagine que, enfin, en tout cas, mon opinion aussi, c'est que le supramental devrait nous aider à passer sur les traumas, mais bon, enfin, disons que c'est par rapport à ta présentation juste brute sur tous les traumas qui existent et tout. Enfin, on va peut-être au moins dans la deuxième partie de l'émission orienter ça sur comment le supramental nous aide là-dedans, hein, je pense. Je pense que c'est bien. Evelyne, elle a demandé de parler, je crois. Oui. Peut-être qu'elle a une question à me poser ou voulait rebondir sur ce que je dis. Ce que j'ai entendu de ta présentation, c'est la forme psychologique du traumatisme, en fait. Comment les humains en société, ils interprètent le traumatisme, après la victime, la souffrance, la tristesse, le choc corporel. Mais peut-être que d'un point de vue mécanique, un traumatisme, il y a une mécanique derrière. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une accélération au moment d'un choc. Par exemple, on va prendre un accident de voiture. Au lieu de prendre un tournant avec sa voiture d'une manière cool, bah, il y a un événement qui fait que la voiture, elle dérape, elle sort de la route et elle tape sur un caillou, par exemple, et elle est arrêtée. Donc, en même temps, il y a une accélération et il y a un arrêt brutal, où quelqu'un qui est violé, par exemple, bah, il est tranquille, et puis il y a une accélération, il y a quelqu'un une force qui vient aussi créer un choc, une accélération, et puis comment dire, bah, un viol, en fait, une intrusion dans l'espace personnel de la personne, dans l'espace équilibré ou harmonieux. Et c'est ça qui crée des chocs. Et après on le vit d'une manière psychologique, où on est malheureux, on est triste, on a mal. Mais si on arrivait peut-être à voir qu'en fait, le traumatisme, c'est une forme d'accélération et de rencontre très brutale entre deux objets, on pourrait y mettre moins d'émotions et moins de souffrance et rebondir plus vite sur des événements de la vie qui peuvent nous vraiment, comme tu disais, nous freiner, nous alourdir, nous faire perdre du temps. Parce que c'est vu que d'un point de vue psychologique. Moi, je comprends ce que tu dis, ce que tu es en train de dire, hein. Après, quand je vois le traumatisme, je le vois souvent comme quelque chose d'accidentel. Voilà, oui. Je pense que beaucoup d'expériences que
qu'on vit, ben, on est un peu programmé, on est un peu prêt aussi à les vivre. Hein. Alors, souvent, le traumatisme, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose que nous met vraiment dans les points d'ombre de notre âme. Hein. Je pense que sans parler des événements accidentels, parfois on peut être traumatisé aussi par des choses qui se passent tout juste dans notre intimité, dans notre tête, quoi. Des idées ou des choses qui se réveillent à nous, qui se révèlent à nous, et que du coup, d'une certaine façon subtile, nous traumatisent. Pour traumatiser, je n'entends pas qu'une personne qui vraiment elle est mise PLS et que du coup elle a dû être hospitalisée par un traumatisme. Moi, je veux la Oui, mettre on est d'accord. Ouais. plus subtile du moment qu'il y a une inclinaison dans la psyché de l'homme, qu'il y a une zone d'ombre qui se crée, ben, c'est un terrain très fertile par le traumatisme. Le traumatisme peut être vu aussi comme une perte de mémoire, comme une perte de liberté psychique, parce que le traumatisme est une espèce de petit démon, quoi. On peut le voir comme un petit diable, quoi, que du coup nous empêche de vivre pleinement notre expérience matérielle ou psychique aussi. Moi, je le voyais plus comme, enfin, je me disais justement pour sortir de cet aspect petit démon, etc., ce dont tu viens de parler, je me disais que si j'arrive, je parlais de moi, si j'arrive à voir le traumatisme comme un phénomène mécanique, je lui donne moins d'importance au niveau émotionnel et psychologique. Mais quand tu dis mécanique, pour rester froid, après je sais que c'est accidentel ou que c'est programmé, c'est OK. Et je peux retrouver mon autonomie, je peux retrouver mon énergie. Parce que si je pars dans l'aspect émotionnel, traumatique, de tel ou tel événement, même que des pensées, je me fais absorber, je me fais, comment dire, attirer et je pars dans des méandres desquels je ne sais pas comment je suis rentrée là-dedans. Enfin, si, je peux le savoir parce que ça reste, c'est un truc mémoriel. Mais après, pour ressortir de là, ça peut me prendre vachement de temps. Alors que si je le vois comme un truc mécanique qui arrive et paf, eh ben, c'est moins impactant au niveau émotionnel. Hein. Après, ça reste le choc, il reste, il reste là. Et je peux aussi considérer que ça vient de mon programme, mais au moment où il y a un choc, un traumatisme, le plus important, à mon sens, c'est de retrouver son énergie pour continuer. Et après, on peut continuer en regardant ce qui s'est passé, en l'analysant d'une autre manière, pour mieux se situer par rapport à sa programmation, par exemple, ou à ses corps et tout ça. Mais au moins, on ne perd pas trop de temps. On n'est pas dans un puits sans fond, tu vois. Je pense que c'est important ce que tu veux dire, hein, que c'est surtout l'aspect post-trauma, en fait, le fait de ne pas devoir passer des années à souffrir de quelque chose, hein, même si parfois elle est quasiment inévitable. Hein. Mais quand tu dis l'aspect mécanique, moi j'ai du mal par rapport à ça, à accepter qu'on puisse toujours comprendre des choses de l'âme de façon mécanique parce que c'est très difficile. C'est quelque chose que des spécialistes n'arrivent pas forcément à faire. Parce que la psychologie, la psychanalyse et toutes ces sciences un peu nouvelles qui cherchent un peu de donner de la lumière à ces phénomènes, ben, ils sont tous nouvelles. Ils ont peut-être moins de 100, 150 ans. Du coup, les meilleurs alliés qu'on a, c'est parfois de sciences un peu entre guillemets occultes, hein, de sciences menées par des chamans ou d'autres figures un peu qu'on définirait de sombres, mais qui ont une certaine science. Hein. Mais de nos jours, ce n'est pas quelque chose de très développé, en fait, la science de l'âme et la science des traumas. Souvent, des personnes ils vont psychanalyse ou ils vont chez des psychothérapeutes pour affronter des mots qu'ils n'arrivent pas à dépasser tout seuls. Et parfois, ces personnes ben, s'attendent des miracles. Ils s'attendent d'aller chez un psychanalyste ou chez un psychothérapeute et d'en sortir après un mois ou 2 mois ou 6 mois comme neuf. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Hein. Suivant les personnes qui vraiment ils arrivent à guérir, on va dire, d'un trauma, ils ne guérissent pas vraiment, mais ils apprennent à dealer de façon active.
Et les personnes qu'ils appellent à dealer le faction actif, ben, ils repartent dans les mêmes endroits où ils ont été traumatisés. Du coup, pas d'une façon forcément mécanique, mais parfois en déjouant, en jouant un jeu, vraiment une guerre même, hein, personnelle contre ces traumas, quoi. Je pense aux personnes qui, par exemple, ils ont risqué de se noyer et que, ben, du coup, ils sont traumatisés, ils ont peur de l'eau. Ces personnes elles peuvent passer des décennies en craignant même parfois dans l'absurde de prendre des douches, quoi, parce qu'ils ont peur de se noyer. Et ben, la meilleure façon pour ces personnes d'arriver à affronter, à dépasser leur trauma, ben, ça serait dans l'eau, quoi. Ce serait dans le fait d'apprendre à nager, tout simplement. Même si, tout simplement, c'est pas si simple que ça pour une personne traumatisée, mais c'est ça la solution, souvent. Hein. Ok. Je pourrais peut-être. Oui, allez-y, allez-y. Francis, vas-y. Bah, en gros, il faut toujours se rappeler la constitution de l'être humain quand on parle de trauma ou peu importe. Si on veut la condition de l'homme, c'est une condition biologique, animale. Puis le cerveau, dans le fond, il a évolué selon des étapes. Mais a priori, on va dire que le cerveau émotionnel, le centre limbique, tout ça, bon, disons que participe grandement à la cristallisation des phénomènes qu'on appelle les traumas au niveau cellulaire. Donc, un trauma, c'est pas simplement quelque chose de psychologique, c'est quelque chose d'incarné, puis qui s'inscrit dans le corps. Dépendamment des types de traumas, hein. Il y a des traumas psychologiques qui s'inscrivent dans le corps. Il y a des traumas physiques, par exemple, quelqu'un qui perd une jambe ou justement comme RJ parlait tantôt par rapport à celui qui passe proche de se noyer, ça lui crée une peur, mais il y a une inscription, parce que je le dis pas pour le fun de même, de manière abstraite. J'ai lu là-dessus un peu, sur l'intelligence émotionnelle, puis il en parlait de ça un peu. Donc, mais il faut toujours comprendre qu'il y a un terrain qui rend ça possible. Surtout que là, on va parler qu'il y a plusieurs types de traumas, mais mettons, si on parle des traumas, mettons, plus psychologiques, ben, il y a un terrain qui rend ça possible. Il y a une condition. Puis, évidemment, plus qu'on est naïf, plus qu'on est inconscient, puis tu sais, c'est pas la question de moraliser le truc ou de mettre ça sur une hiérarchie bon-mal, ben, plus que tu es susceptible enclin d'être choqué. Donc, avec le processus de conscientisation, éventuellement, ben, on va être moins enclin à subir des traumas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de choc, parce qu'après ça, il y a des degrés, mais quand que ça en vient au point tel que ça devient un trauma, ben, le trauma après ça, ben, si on veut, le trauma, dans le fond, c'est une sorte de mémoire avec une charge qui va se manifester, va s'exprimer soit au travers des masques, soit au travers des peurs, soit au travers ci, soit au travers ça. Puis ça peut devenir une forme d'handicap. Ça peut, en fait, ça participe de la personnalité, hein, quand même. Il ne faut pas se le cacher. Là. Mais soit que ça plafonne au handicap de manière aliénatoire, ou soit que ça peut permettre aussi de révéler. En fait, ça peut, si on veut, dans le fond, à un moment donné, justement, c'est pour ça qu'il y a des thérapies qui sont, bon, des fois, je trouve qu'il y a un peu de l'abus là-dedans, là, mais qui sont vraiment là pour mettre le doigt sur ce qu'on appelle ça les blessures de l'âme. Là. Ça a été bien popularisé, là, mais c'est encore populaire, mais en même temps, il y a quand même quelque chose à définir. Si ça n'a pas été défini par l'individu, il y a une introspection qui est possible. Puis, ben, c'est ça. Fait que, au travers le comportement, des fois, on ne voit pas le trauma directement, mais indirectement, il est là. Puis c'est ça, dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus. Là. Ouais, non, je pense que j'ai pas mal fait le tour là-dessus. Ouais. OK. Bon, Evelyne et Edine, vous avez levé la main à peu près en même temps. J'avais pas vu que j'avais levé la main, donc je ne sais pas comment je l'enlève. Bon, bah,
Très bien. Je Alors, sais pas. Edine, vas-y, je te donne la parole. Edine, mais tu remets ton micro. Tu mets ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est Voilà. mieux comme ça. Voilà, le sujet, moi, il m'intéressait parce que je n'avais jamais cherché à observer ça. Et là, je me suis rendu compte que un traumatisme, c'est un peu ce qu'a dit Francis, c'est des mémoires. Donc j'ai pu observer ça en me disant, mais comment ça se fait qu'elle se forme, la mémoire d'un événement? Là, je vais reprendre l'exemple d'un accident de voiture. Vous êtes au volant, vous êtes bien réveillé, là. La voiture dérape, vous êtes conscient de ce qui se passe. Quand vous sortez de la voiture, vous tremblez, mais vous vivez vous pouvez voir toutes les étapes, la réaction émotionnelle, les pensées qui partent dans tous les sens. Et vous avez une certaine conscience de l'événement. Si vous arrivez à vous recentrer, vous allez traiter l'événement. De telle sorte qu'en fait, le traumatisme, il va pas forcément rester mémoriellement. Si vous arrivez à aller au bout, ça peut prendre plus ou moins du temps. Moi, ce qui m'a amené là, c'était d'observer dans mon expérience un événement qui n'avait qu'une partie qui était consciente. D'ailleurs, il y a une partie qui ne l'était pas, c'était parce que c'était une petite opération chirurgicale et qu'il y avait une anesthésie générale. Cette partie-là, quand on vous ouvre le corps, vous avez une réaction animale hein, qui dit oh là là, danger, sauf que vous ne pouvez pas la traiter à ce moment-là. Donc, on va engranger une mémoire de l'événement, de la peur, de la réaction qui va rester bloquée là, et là, ça va faire une mécanique. Je sais plus, c'est toi Francis qui a parlé d'handicap, mais oui, ça va faire un handicap qui est en arrière-plan dans votre conscience et qui va vous emmerder tout le reste de votre vie. Donc là, c'est ça qui me va bien, c'est que j'ai pu mettre le doigt dessus, parce qu'il y avait ce sujet-là, et là, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant. Donc, pour moi, si on peut traiter autrement que seulement psychologiquement hein, un événement, parce qu'on a un minimum de conscience, un minimum de centrage, il n'y a pas de traumatisme au bout du compte. Et donc, les traumatismes qui sont déjà là, qui ont déjà été mémorisés, eh ben, on peut s'en servir pour les reconscientiser et faire en sorte que ça ne cesse d'être un handicap. Et on arrivera à un moment ou à un autre à pouvoir gérer les événements au fur et à mesure sans souffrir, en fait. C'est ça, hein, quand on disait des fois, pas normal de souffrir. Mais en attendant, on va passer de la souffrance psychologique à une forme de souffrance. Je crois que Bernard Montréal disait une souffrance vibratoire. Bon, là, moi, je suis un peu dans ce cas-là par rapport à l'événement que j'ai pu observer. Effectivement, bon, ben, la psychologie est bien aplatie un peu là, et il reste quelque chose qui n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà. Je trouve que c'est intéressant le fait de vivre consciemment l'événement traumatique, parce Oui. que même une fois qu'il a été vécu, on peut le revivre. Si on n'est pas conscient au moment de l'événement traumatique et qu'après on se retrouve empêtré, et ben, on a la possibilité à ce moment-là de revivre l'événement avec tout ce qu'on n'a pas perçu au moment où l'événement s'est produit. Et peut-être qu'on peut récupérer comme ça la ligne de conscience qui permet de pas être alourdi par un traumatisme traumatisant. Je trouve ça super, ce truc de conscience au moment de l'événement. Ouais. Non, vas-y. C'est intéressant, ouais. Ouais, mais tu sais, si on veut justement pour être apte à pouvoir conscientiser le trauma, déjà d'un, tu es moins susceptible de vivre le trauma. Le propre du trauma, en quelque sorte, c'est d'être surpris, puis de ne pas d'être préparé. Puis oui, tu as raison, mais à un certain stade, tu sais, puis la plupart de nos traumas sont faits justement quand on n'est pas prêt à l'accueillir. Puis c'est d'où la raison même pourquoi il y a un trauma. Je parle au niveau psychologique. Tandis que, bon, si tu vis quand même un trauma physique, par exemple, un accident d'auto, tout ça,
il va avoir, en fait, un double trauma. Il va avoir le trauma corporel, plus un trauma de ta relation à l'événement, plus les conséquences, puis bon, tout le drame. Ouais. C'est là que, dans le fond, je pense qu'il y a une distinction à faire entre des traumas, tant qu'à moi, qui sont irréversibles, puis des traumas réversibles. Ceux sur lesquels on peut travailler vraiment en conscience, puis en étant proactif. Tandis que, mettons, les traumas irréversibles, c'est que, mettons, si tu as perdu ton bras, ben là, tu l'as perdu là, Chris, tu peux rien faire. Dans le fond, ton constat, c'est de vivre avec. C'est simplement de faire avec le réel. C'est pas rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit. Je trouve qu'il y a une notion de deuil aussi dans cette histoire-là. Quand tu parles du bras qui a disparu, ou d'autres choses, hein, pas forcément un membre qui disparaît, mais il y a la notion de deuil là qui arrive, parce que dans les traumatismes qu'on traîne dans nos vies, quand on arrive. Alors, il y a deux choses en fait. Déjà, dans les trucs de thérapie, finalement, c'est ce qu'on nous fait faire. Quand tu fais une thérapie, ben, on t'aide à prendre conscience d'un événement que tu n'as pas vu quand il s'est produit. Et là, tu peux faire le deuil. Après, et aller mieux, ça allège en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de cellules, que quand il y a un accident physique, que c'est dans les cellules, même au niveau de la mémoire. En fait, je trouve que tout ça, c'est lié parce que, étant donné que le traumatisme a posteriori, c'est de la mémoire qui nous embourbe et qu'une thérapie, elle nous aide à prendre conscience de ce qui s'est passé pendant l'événement passé, mais aujourd'hui, a posteriori, quand on décide de s'en sortir, et qu'en même temps, la mémoire des cellules, elles participent du traumatisme à un niveau ou à un autre, que ce soit psychologique ou physique, et ben, il n'y a que la conscience qui peut nous faire les deuils dont on a besoin. Quelqu'un qui perd un bras, ben, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse le deuil de son bras, puis vivre sans, quoi. En même temps, par rapport au trauma, je dirais que il y a un peu un paradoxe parce qu'il y a comme une certaine forme de volonté de vouloir le guérir ou l'effacer. Or que dans le fond, c'est peut-être pas tant de l'effacer ou de le guérir, mais de ne plus en être, comment dire, soumis ou, comment dire, je sais pas comment dire, mais tu sais, d'en être affecté, tu sais. C'est vraiment de se restituer sa propre puissance. Oui, tu passes de la position de victime à la victime du trauma à une position plus acteur de ma vie, quoi. Ouais. En vivant avec nos crises de blessures. Oui. Mais la volonté, du coup, parce que tu as parlé de la volonté, là, moi, ce que je comprends sur la volonté, là, ces derniers temps, c'est qu'elle est indépendante de ta volonté. La volonté. C'est comme la conscience, en fait. T'as beau être là, je veux, ou te forcer sur le plafond de verre à essayer de comprendre pour pouvoir te débarrasser des trucs. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et la volonté, eh ben, c'est autre chose que la volonté qu'on a quand on veut arrêter de fumer ou je sais pas quoi, qu'on veut arrêter de manger du chocolat. C'est pas la même chose. C'est comme la conscience, c'est un truc en soi qui nous traverse en fait, parce que finalement c'est irrépressible, c'est comme l'instinct de survie. La volonté, ça ressemble un petit peu à l'instinct de survie par certains aspects, je trouve. Il y a une certaine forme de fulgurance dans la volonté. Ouais. Ok, Raed, tu as levé la main, vas-y. Oui, moi je voulais ajouter le fait que j'ai remarqué que souvent, il y a un aspect, on va dire, entre guillemets, positif, si on peut le trouver dans le trauma, c'est qu'ils peuvent devenir des bons maîtres, quoi. En confrontant constamment les traumas, on cumule une espèce de volonté, on cumule des forces, quoi. Le trauma, il est sans doute une espèce de barrière vers quelque chose, une espèce de mur. Et c'est souvent en essayant de le dépasser, de les sauter, les murs, qu'on devient plus fort, qu'on devient plus grand, quoi, entre guillemets. Hein.
Euh, J'imagine quelqu'un qui est traumatisé en enfance par des aspects un peu violents, du bullisme ou quoi que ce soit. Ben, s'il a un peu de l'intelligence et un peu une certaine sensibilité, ben, en grandissant, il apprend à faire du sport, quoi. Même si c'est pas si facile que ça la vie, quoi. Ben, on a parfois des façons de déjouer les barrières qui se présentent à nous et d'apprendre, hein. Les traumas, ils apprennent beaucoup aux gens, quoi. Ok, Francis, vas-y, tu voulais la parole. C'est juste d'ajouter une petite citation, ben pas une citation, mais plus une expression qui m'est venue à l'idée tout d'un coup. C'est de passer de la résistance au trauma à la résilience. Parce qu'il y a une différence fondamentale. La résistance, en fait, va générer de l'émotivité, de la frustration, peu importe. Tandis que la résilience je vais supporter le truc. Je vais vivre avec. Puis là, c'est là que, tu sais, ça me ramène un peu à la logique un peu du guerrier, là, un peu, tu sais, qui vit avec ses cicatrices, puis qui continue d'être sur le terrain de combat, puis ben, il va, tu sais, oui, ça fait mal, oui, c'est pas beau à voir, mais tu continues pareil, puis tu avances, puis tu sais, tu fonces dans le tas. Tu sais, sans être téméraire, on s'entend, là. Mais ça, c'est une façon de dire, dans le fond, finalement, de pas se nuire par le rapport qu'on entretient psychologiquement avec nos blessures. Un coup qui sont découvertes. En fait, des fois, j'ai une expression, je dis ne pas tomber dans le fétichisme de nos blessures, dans une forme de victimisation. Tu sais. C'est là que des fois que je condamne ou je critique un peu. Excusez-moi. Je critique un peu des fois les thérapies. Ben, pas toutes, là, mais on dirait que des fois, il y a comme un peu je sais pas comment dire, un peu comme ça veut nous maintenir un peu là-dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Bah, comme si le traumatisme, c'était le fonds de commerce, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, ça fait partie de la personnalité. À un moment où, a priori, un ego, ça change pas, ça veut pas changer, ça n'en a pas la volonté, bah, ça tourne en boucle, hein, c'est clair. Ben, c'est comme Mais là. tu vois, le truc de la résilience, c'est le deuil. Hum. C'est le même processus. Personnellement, le deuil, je l'ai vraiment compris parce que je l'ai vécu, un deuil, bon, bah, récemment, pas très récemment, enfin, l'année dernière. Et bon, c'est pas le sujet là ce soir, mais il y a vraiment des étapes et une transformation de l'être. Je l'ai vécu vraiment en me transformant en même temps. Et c'était étonnant. Et c'est vraiment, le deuil, c'est vraiment un truc libérateur. C'est vraiment génial. Oui, parce que là, le deuil, c'est effectivement comme disait, je crois, Francis, c'est quelqu'un qui n'a pas de trauma. Il est à 100% de ses capacités, il peut tout faire, il n'y a pas de limite. Un trauma nous arrive, et ben, il nous ampute de nos 100% de capacité et de notre avenir illimité. Et donc, comme tu disais, Evelyne, on doit faire le deuil de cette partie qui est amputée de notre avenir et de nos capacités. Enfin, si le trauma il est physique, par exemple, hein, on disait, tiens, le bras en moins. Bon, après, pour les traumas qui sont plus psychologiques, ça dépend du degré du trauma, quoi. C'est-à-dire vraiment les blessures fortes qui ont puissamment changé les cellules du corps, eh ben, on va mettre très très longtemps à s'en sortir si on s'en sort un jour. C'est un peu comme ça revient à un trauma physique. Mais tous les chocs qu'on reçoit dans notre vie, ils sont pas. Enfin, il y a des degrés variables du choc et qui en plus nous, selon notre passé,
eh bien, on aura des réponses plus ou moins fortes à tel trauma ou tel choc ou tel choc, ce qui nous donnera des traumas plus ou moins forts et voire juste des situations très désagréables à vivre. Et il faut qu'on passe le cap. Mais oui, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais remettre une couche par rapport à Evelyne, c'est qu'effectivement le deuil, eh ben oui, c'est le deuil qu'on va pas pouvoir faire comme avant. Ben, je pense qu'on peut passer peut-être à l'étape 2 le rapport au supramental avec tout ça. Ouais, voilà. C'est une très bonne proposition, Francis. Vas-y. Ben, là, moi, je n'ai pas d'élan, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait l'élan de. Le rapport avec le supramental, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire que, ok, je prends la main, c'est-à-dire que le supramental, en fait, dans le supramental, on apprend que on a une programmation, c'est-à-dire que il va nous arriver tout un tas de chocs dans la vie. 2, que les pensées viennent d'ailleurs, et justement, quand un choc arrive, eh bien, là, on est particulièrement réceptif à toutes les pensées qui vont amplifier l'effet sur l'effet psychologique du choc. Et donc, qui peuvent nous pousser dans la voie du trauma ou pas. Et donc, eh bien, comme avec le supramental, on apprend petit à petit à je ne vais pas dire à voir notre vie d'un point de vue extérieur, mais ça revient quand même un peu à ça. C'est ce que l'on dit à chaque fois là. On essaie de prendre la position de l'observateur neutre, c'est-à-dire à la limite, de prendre, si on va jusqu'au bout, on prend la vie comme un jeu, et ben voilà, on a telle étape. Enfin, on doit passer par un certain nombre d'étapes. Et bien sûr, on aimerait bien qu'il n'y ait que des étapes positives, mais quand il y a des étapes négatives, des chocs qui nous arrivent, parce que c'est pas, on a la surprise d'un événement inattendu qui ne va pas dans notre sens, eh bien, on le prend plus ou moins bien. Donc, avec le supramental, on va dire, on essaie de le prendre. Enfin, on essaie, c'est que petit à petit, alors, je sais pas, on va pas dire qu'on se blinde, mais je sais pas, il y a une position, enfin, du fait de ce qu'on vit dans le supramental, eh bien, peut-être qu'il y a, alors Bernard Montréal, il parlait de la centricité, c'est-à-dire que on est, je sais pas si on prend comme dans la fable de La Fontaine, là, le chêne et le roseau, c'est-à-dire qu'on est plus. On ressemble plus au roseau, c'est-à-dire on plie sous le vent qui arrive, on plie sous le choc, mais après on s'en remet. Enfin, on essaie de s'en remettre, on essaie le plus possible de s'en remettre, c'est-à-dire de revenir à la position initiale ou pas loin, quoi. Donc voilà, ça c'est c'est comment moi je rattache les traumas, enfin je lie le trauma avec le supramental. Ouais. Ok. Un roseau, si je continue l'image du roseau, il est jamais à la même place en fait, sauf qu'il a une racine, mais il revient jamais à la même place. Il est tellement flexible Ouais, que, tu vois, et c'est ça, c'est que en fait, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose de sûre, c'est que ça change tout le temps, donc il faut accepter ça, il faut accepter cette idée. Il n'y a rien de définitif. Francis, tu as levé la main, vas-y. Ben, moi, ce que je vois dans le fond, avec la descente de l'énergie du supramental, de l'intelligence cosmique, c'est vraiment une restructuration de notre programmation, donc en fait des sphères inférieures de notre mental. Puis donc, il y a une révolution de notre psychologie. On passe de moins en moins en mode psychologique, animal, émotionnel, à une psychologie plus sciente d'elle-même, et donc moins enclin justement, plus immunisé à
aux aléas des chocs traumatiques, aux aléas des chocs au niveau de l'expérience. Donc, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, ça ne veut pas dire c'est un processus qui est évolutif, qui est transitif, mais au niveau de ma constatation personnelle, on pourrait dire même que je pense que même chez des individus qui ne sont pas on pourrait dire, en contact avec l'instruction supramentale, je dirais même que dans le fond, l'expérience d'un humain normal, en vieillissant, qui a une certaine forme de maturité, ben, va être plus immunisé justement par le fait que ben, il a vécu des expériences, puis simplement par le phénomène de transformation expérimentale. Donc, il y a le phénomène de transformation expérimentale, plus nécessairement, dans le fond, la transformation de la psychologie normative à une psychologie, comme Bernard parlait, la psychologie évolutionnaire, qui est plus à même de parler de ces choses-là, d'une manière, comment dire, froide, mais consciente. Froide pas, ça ne veut pas dire sans cœur, ça veut simplement dire de parler des processus un peu de manière scientifique, là, on pourrait dire, puis de mettre le doigt sur des choses. Donc, nécessairement, en ayant un regard un peu détaché justement de son centre mémoriel, de son centre émotionnel, ben, tu es moins affecté, tu sais, c'est au lieu de réagir au niveau de la forme, tu agis sur la forme. Bon, alors, agir sur la forme, ça dépend laquelle. De quelle forme tu parles? La forme de soi ou la forme de soi, je veux dire, je sais pas une forme, mais le soi ou les événements extérieurs? Quand tu dis agir sur la forme, tu parles de quelle forme? Ben, sur Parce la que loi, moi, je trouve qu'avec... Comment? sur les impressions que la forme peut avoir sur toi, c'est-à-dire que, par exemple, ouais, c'est ça, Ok. mettons, tu as une pensée, ou ben, tu la vois, puis tu t'actives devant elle, non pas par rapport à elle, au sens que tu la subis, mais plutôt le contraire. Ouais. Donc, c'est une révolution du soi. C'est ça, enfin, c'est pas une révolution, c'est pas... En fait, c'est le soi qui est conscient et qui voit les événements et qui a une gestion en arrière par rapport aux événements et qui s'en prend plein, qui fait pas vibrer ses corps émotionnels chaque fois qu'il se passe un truc. Ouais, Et voilà. si on veut, c'est une forme de Ouais. centricisation, en quelque sorte, là. C'est progressif, puis Ouais. plus qu'un être devient centrique, rapproché de son vide, nécessairement, il est moins affecté, là. Ouais. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, enfin, on va dire que dans le temps, tu prends un vieux paysan qui a bien les pieds sur terre, et ben c'est vrai qu'en fin de vie, il a le cuir tanné, et puis il en a vu des vertes et des pas mûres, et donc il lui en faut beaucoup, enfin, il en faut beaucoup pour le décentrer, quoi. C'est-à-dire, ça c'est avant le supramental. C'est-à-dire que les gens, si ben, ils ont vécu, enfin, c'est pas si, ils ont vécu toute leur vie un certain nombre d'événements, un certain nombre de chocs, et je prends l'exemple des gens qui vivaient dans la nature, enfin, avec un travail physique et qui les centrait plutôt qu'un travail je sais pas, devant l'ordi, eh bien, naturellement, ils acquéraient cette faculté, quoi, d'être de moins en moins réceptifs, enfin, d'être de moins en moins déstabilisés par les chocs. Donc, on n'a pas besoin du supramental pour ça. C'est une certaine forme de sagesse pratique. Hein. Ouais. Après, les paysans, je ne sais pas s'ils avaient tous une sagesse. Non, pas tous, mais. Non, ouais, je veux dire, c'est pas forcément. Ouais. Ce que tu non, veux mais dire, là, c'est le avant
comment on faisait pour devenir sage. Et aujourd'hui, on peut utiliser le supramental pour être centré, ce qui n'est pas la même chose en fait. Entre sage et centrique, c'est deux choses totalement différentes. Il y a quand même des choses qui ont changé. Ouais, c'est ça que j'aimerais bien élucider. Là. Tu vois? Ben, c'est parce qu'il y a une différence entre avoir une carapace et ne plus avoir besoin de carapace. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, on arrivait à se blinder, avoir une cuirasse, ouais. alors que maintenant, avec le supramental, on n'a plus besoin de cuirasse. Enfin, on se laisse traverser par la vie. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas aussi en forme de dénégation par rapport à l'événementiel. Dans un refoulement. Là. Tu vois le truc, ça te passe, mais tu es de moins en moins susceptible d'embarquer dans le truc puis d'en devenir une victime finalement. Ouais, tu combats pas l'événement, tu traites avec, tu vis avec. Ouais, puis ça finit plus par se dissiper. Alors moi, j'ai entendu dire, je ne suis pas la seule, j'imagine, que tu peux utiliser l'énergie de l'événement pour à ton avantage. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que tu parlais de changer la forme tout à l'heure, Francis. Oui, on peut. Quel est l'intérêt en fait de faire ça? Ce que je veux dire, c'est pas l'intérêt de changer de plus être sensible à la forme, au contraire. Mais est-ce que vous avez entendu parler de ce truc qui dit d'utiliser l'énergie des événements à son avantage? Bon, ça ça fait penser aux arts martiaux un petit peu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux parler d'une petite expérience que j'ai eue là récemment, des circonstances qui m'ont obligé à avoir beaucoup de temps d'attente. Et à un moment, au lieu de me laisser recouvrir par ça, puis de m'impatienter ou de me dire oh là là, tomber dans la plainte, j'ai fait face à ça, et ça assez vite, donc j'utilisais l'événement finalement, ça assez vite, ça m'a permis de ne plus être en attente. Donc, il y avait des petites variations, mais globalement, je peux me mettre à peu près tout le temps, me recentrer, rebalancer un peu ça. Du coup, je n'étais plus du tout dans l'attente et du coup, je n'ai pas souffert de ça. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que là, j'utilisais un petit peu l'événement un peu plus à mon avantage. Parce que mon rapport au temps depuis, il a été modifié et il continue de se modifier. Et ça, c'est intéressant. Ah ouais. Oui, parce que ça veut dire que au lieu de lutter pour être dans le moment présent et être centré, tu peux utiliser l'événement comme le temps, par exemple, ce que tu viens de décrire, qui va comme un appui pour te recentrer et être dans le présent et oublier que tu attends, oublier. Ouais, c'est chouette ça. Oui, c'est ça. Ok. Là, par rapport au traumatisme du passé, parce que là, on dit tiens, avec le supramental, on devient de plus en plus apte à absorber les chocs qui arrivent, mais les traumas anciens, est-ce que vous pensez que le supramental, ça peut nous aider à régler les traumas anciens? Moi, je pense que les phénomènes des traumas, j'ai une image en tête qui me fait penser au supramental et au trauma. Par les passés suivants, on utilisait les pierres des anciens édifices pour construire de nouveaux édifices. Par exemple, je sais pas, des anciennes églises venaient démonter, on récupérait la pierre et on l'utilisait pour construire de nouvelles églises. Et ce qu'il faudrait faire, je pense que ce que devrait faire chaque personne qui est consciente un peu dans son intime, hein, c'est essayer vraiment de se défaire des poids, quoi, hein, de tous les entraves, quoi, et de quand même des traumas, quoi.
Et en dépassant le trauma, essayer de partir au devant, de partir plus loin, quoi. Et du coup, accéder à ce qu'on appelle le supramental. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit intelligent surtout pour les personnes qui sont un peu conscientes, qui connaissent le supramental, de se dire, ben, en ayant le supramental, ben, je laisse tout ce qui est mes problèmes dans l'armoire en espérant que ça va s'améliorer parce que ça ne va pas être comme ça que les personnes vont évoluer. Hein. Je pense qu'au contraire, quand on est conscient, on est un peu plus sensible, on est même un petit peu plus entravé que les personnes qui sont inconscientes. Hein. C'est quelqu'un qui est conscient, d'habitude, il part direct vers la solution, hein, vers la porte qui s'ouvre à lui. Du coup, ben, ceux qui vont dans l'église, ils vont dans l'église, ceux qui vont voir des maîtres, ils vont voir des maîtres, ceux qui font du sport, ils font du sport. Mais quelqu'un qui est conscient, il voit les choses d'une façon plus profonde, plus étroite et les suivants plus entamés, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que ça peut mener à des tendances de compensation par la drogue, peu importe. Là. Je voulais juste rebondir un peu sur le truc avant que Edine et Evelyne parlaient par rapport à l'événement puis l'énergie. Parce que quand un événement se présente auquel que tu peux disposer de l'énergie de l'événement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire plusieurs affaires. Mais moi, ce que je vois dans un événement, c'est la potentialité de disposer de ces énergies, non pas en réactivité, mais en activité ou en créativité. Au lieu de tomber en réactivité, là, tu es en perte d'énergie. Chaque événement a, bizarrement, là, de la manière que je le vois, il y a un capital d'énergie à chaque événement auquel tu peux en faire quelque chose de créatif. Il y a comme, là, je le visualise à quelque part, mais c'est comme si on veut, à quelque sorte, il y a un potentiel de créativité, puis il y a un potentiel de stagnation, parce que là, bon, tu es dans une certaine forme de stagnation, finalement, de laisser aller, des automatismes, tout ça. Fait que là, ce qu'il y a vraiment quelque chose à saisir au niveau de l'événementiel, c'est dans la présence au moment, puis dans la disposition de cette énergie-là du moment pour manifester. Pour manifester, tu pourrais, je pense sais pas, prendre un exemple. Manifester le soi, c'est ça. Manifester la présence. Moi, ça me ramène toujours à la présence, en fait. Ouais. Ben, déjà, manifester sa présence, c'est déjà quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est non seulement, dans le fond, manifester sa présence, mais en manifestant sa présence, ça a des répercussions pratiques. Ouais. Tout à fait, ouais. C'est juste logique, là, tu sais, c'est l'évidence. Ouais, c'est évident. Parce que si je prends un exemple comme ça, au hasard, que, voilà, Francis, tu parlais de ça, ok, ta compagne, tout d'un coup, elle te dit, eh ben c'est fini, je m'en vais. Ok, alors, salut, bye bye. Eh ben, ok, tu es présent, donc voilà, tu la vois, mais bon, tu la vois pas comme quelqu'un de neutre, parce que suivant le passé que tu as eu avec cette personne, il y a tout un tas de choses de liaison qui se passent, enfin de liaison énergétique et autres avec cette personne, et voilà, elle te dit c'est fini, je sais pas, je pars avec un autre, je sais pas quoi, et ben comment tu peux donc là, ça va plutôt te prendre ton énergie, cette situation-là. Alors, ouais. je vois pas trop. Enfin, est-ce que tu peux C'est elle dire qui part. Pourquoi d'où tu la prends cette énergie enfin, parce que pour moi, j'imagine que je le vivrais comme un moins d'énergie. Et dans cet exemple-là, est-ce que tu aurais une façon d'éclairer, de dire Ben, ouais, mais là, c'est sûr que là, on parle que c'est une anecdote quand même fréquente dans l'humanité des ruptures puis autre oui. chose du même genre. Mais pour moi, tout ça se passe au niveau de l'âme.
Cependant, dans le fond, l'approche, comment dire, plus neutre, moi, je ne peux pas parler en connaissance de cause. Fait que je serais mal placé pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis ça pourrait sembler un peu froid. Je ne serais pas honnête devant moi-même de dire que je serais inébranlable. Par contre, dans le cas dans un couple conscient, libre, on pourrait dire, mais pas libre dans le sens on fait ce qu'on veut puis on couche avec n'importe qui, mais libre dans le sens conscient de l'autre, puis dans l'acceptation de l'autre. Et là, qu'il y aurait, mettons, ça serait peut-être pas soudain de même, hein? Moi je pars puis t'as ta petite bête, tu sais, mais qu'il y aurait plus une approche on pourrait dire délicate, mais pas dans la perspective de vouloir protéger l'autre. Plutôt dans la perspective de dire, bon, ben, tu sais, ça serait plutôt, la communication serait consciente. Tandis que là, c'est pas, là, c'est clairement, dans le fond, de toute façon, tu peux pas être en couple, puis d'être conscient puis de vivre une rupture de cette façon, tant qu'à moi. Dans le sens que, ouais, il y a comme, il y a quelque chose d'incompatible. Ça veut dire que tu peux être en couple avec quelqu'un qui est pas capable de communiquer, ou peu importe, mais initialement, le fondement même de ce couple-là n'était pas conscient. C'était animal, c'était sexuel, c'était compensatoire, c'était de la dépendance affective, c'était pression sociale, peu importe les raisons. Fait que nécessairement, ben, l'individu qui est moindrement conscient, même, il a à vivre l'expérience d'une certaine forme de trauma parce que c'est des relations animiques, c'est des relations qu'on appelle des fois fusionnelles ou dans un couple conscient, ça ne se passe pas de même. Puis, en fait, je le dis, mais je ne le sais pas par expérience. C'est paradoxal. C'est peut-être une forme d'idéalisation de ma part, mais... Peut-être, ouais. Mais, ouais. Déjà, comment dire, être en couple, je suis tout à fait OK avec ça, c'est des gens qui ne sont pas conscients, qui vont souffrir, hein, où il y a une forme d'emprise ou de dépendance affective et tout ça, là, quelle que soit la forme qu'elle prend. Mais déjà, être en présence de soi réellement, ça offre une idée de ce que ça pourrait être d'être en couple avec quelqu'un d'autre qui serait conscient. Parce que être en couple avec des gens qui ne sont pas conscients, c'est la plupart du temps. C'est d'être soi-même. Comme on progresse aussi soi-même au niveau de sa propre conscience, on s'aperçoit que les histoires qui se sont produites, on peut mesurer son propre niveau de conscience, celui de l'autre et tout, des histoires passées. Donc après... Ok. Evelyne, Raed, bon là, on est bientôt 21h. Raed a levé la main. Vas-y, tu voulais intervenir? Du coup, est-ce que j'ai la responsabilité de conclure l'émission de la journée? Non, généralement, on a un petit rap de 5-10 minutes. D'accord. Ben moi, je voulais intervenir sur le débat entre Francis et Evelyne, mais si on est vers la fin, peut-être c'est mieux de dire quelque chose d'autre. Hein? Non, vas-y. Non, vas-y, Raed. Bon, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bonne question. Oui, par rapport au couple, il y a parfois beaucoup de conflits qui se passent de façon un peu voilée, plus ou moins voilée, ça dépend aussi des genres de couple. Un couple conscient, on a parlé de couple cosmique, hein, mais encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Hein? Parce que si on doit se baser sur notre société, c'est beaucoup un peu une image idéale quoi, de la couple, qui sont tous beaux, tout mignons, ils sont bien habillés, ils ont l'impression d'avoir le succès. Alors qu'en soi, je pense qu'il y a des choses plus profondes. Quoi.
Par conscient, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas toujours à mettre dans une cage parce que conscient, qu'est-ce qu'on entend par conscience? Est-ce qu'être conscient de soi-même? Est-ce qu'être conscient de l'autre? Et à quel niveau, en fait? Parce que moi, je peux être conscient de la grenouille qui sort de mon jardin parce que je la vois et du coup, je l'aperçois. Mais est-ce que je suis conscient de son existence et de ses problèmes existentiels et de son lien avec l'univers, quoi? C'est des grosses choses, quoi. Par rapport à l'émission de ce soir, c'était une émission intéressante, hein, mais c'est quelque chose de laquelle on aurait pu discuter encore 2-3 heures. Hein. Ouais. Ouais. Et là, justement, moi, j'ai pris cet exemple-là pour finir, pour voir faire un exercice appliqué de, oui, d'une rupture dans un couple, parce que je pense que c'est ce qui est le plus, enfin, un des traumas les plus importants qui Moi, je dirais nous affectent. que la rupture dans un couple, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver. Oui. Oui, parce que plus on souffre, plus on va évoluer potentiellement. Ouais, c'est pas nécessairement dans l'optique un peu du sadomaso évolutionnaire, mais c'est vraiment dans l'idée que, en fait, s'il y a quelque chose qui se termine au niveau de l'expérience, c'est que ça doit se terminer. Tu sais, C'est ça. Oui, Ouais. je suis d'accord. Hein. Complètement d'accord. Si ça casse, c'est que c'est pas assez solide pour résister aux intempéries, quoi. Ouais, exactement. Mais des fois, il faut quand même aller au bout de l'expérience pour pouvoir rompre. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été expérimentées au niveau de la relation. Donc, tout est OK, mais c'est vrai que la rupture, c'est super. Ben, en même temps, j'aurais un petit point juste à ajouter parce que là, dans les relations contemporaines de couple, surtout chez les jeunes, mais même, il y a comme une certaine forme de caprice ou de solution de la facilité. T'es remplaçable, je te remplace par quelqu'un d'autre demain. Tu sais, il y a un peu la solution de la facilité, alors que dans le fond, le couple n'a pas été éprouvé réellement. Tu sais, puis jusqu'à une certaine limite, on s'entend. Si dans le fond, l'un ou l'autre ou les deux sont immatures, c'est sûr que en même temps, ça fait partie des expériences, mais ça reste que ça donne des couples de consommation. Moi, je veux dire aussi que ce qui nous traumatisé lors d'une séparation, c'est que finalement, on avait un problème un peu plus profond qu'on essayait d'éviter de voir. De façon générale, ce qui nous est traumatisé, c'est où le choc il est vraiment très, très fort, ou qu'on est affaibli dans notre constitution psychique et dans notre ego. On n'est pas centrique, du coup, pour une séparation, on le voit comme si c'était la fin du monde, quoi. Ouais. Bon. Ça peut arriver. Ben, moi, ça a été le cas, hein, puis il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été en couple, un couple de court terme, là, mais puis initialement, je le savais que c'était pas compatible, moi puis elle, mais je me suis dit, ben écoute, c'est peut-être une pensée limitatrice que je me mets, puis je vais l'essayer, tu sais, puis c'est sûr qu'on pourrait dire, bon, je m'étais programmé pour que, tu sais, une forme d'auto-sabotage, mais au bout du compte, je le savais déjà initialement que... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tu le savais. En fait, on le sait, mais on se laisse traverser par... Ouais, on mène l'expérience. On le sait dès le départ, mais on fait quand même l'expérience. Exact. Donc après, souffrir, ça ne sert à rien. En plus. C'est ça, exact. Ouais, exactement. Ben, souffrir, ça te rappelle un peu le symptôme. En fait, moi, je dois te dire que la souffrance, qu'est-ce qu'elle m'a rappelé? Là? Elle m'a rappelé de m'écouter. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de façons d'éviter de souffrir, en fait. Hein. Je pense que quelqu'un d'intelligent aussi ne cherche pas à faire de la souffrance, en fait. Hein. Parce qu'on utilise des drogues, on utilise des médicaments ou d'une façon un peu infantile, on évite de regarder nos souffrances. Hein, mais sinon, si on veut vraiment vivre, on est obligé de souffrir. Hein. De toute façon, juste comme... Ouais, on peut choisir aussi de ne plus avoir aucune expérience. Ouais, c'est ça. De vivre comme un moine dans une grotte. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pratique. Oui, c'est ce que
ce que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est la vie de mystique. C'est-à-dire, je rejette la terre et ses expériences et je me tourne vers là-haut où tout est bien, tout est beau, tout est pur. C'est dans l'expérimental que l'esprit nous teste. Je pense que même la vie des mystiques peut avoir des expériences, hein, parce que je pense que même quelqu'un qui est assis sur un caillou, à un bout de moment, il doit avoir mal aux fesses. Très bien. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Exactement. Merci, Raël. Bon, J'annonce juste la prochaine. Donc, dimanche prochain, eh ben, ce sera Francis qui revient en deuxième semaine et qui va nous parler des lois de la programmation. Tout un programme. Voilà. OK. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Bonsoir, Merci à ceux qui bonsoir. ont regardé en direct et ceux qui vont regarder en replay. Au revoir tout le monde. Ciao. Merci. Merci, Ciao. bye.